Vous êtes-vous déjà demandé si l'univers n'était pas seulement immense, mais presque inimaginablement infini? Ou peut-être que ce n'est pas si simple, et qu'il y a une limite au-delà de laquelle commence quelque chose de totalement incompréhensible. Et maintenant, imaginez que vous êtes à bord d'une sonde spatiale, filant à travers le froid et le vide. Le Soleil est déjà loin derrière, et devant vous se dresse un mur de plasma incandescent, chauffé à des dizaines de milliers de degrés. Vous la traversez, et vos instruments peinent à tenir le coup. Qu'est-ce qui se cache derrière cette frontière, et existe-t-elle vraiment? Demandez-vous, notre système solaire pourrait-il n'être qu'une minuscule île dans l'océan de quelque chose de bien plus étrange? Peu importe combien nous étudions l'espace, notre cerveau est incapable de vraiment saisir ce fait stupéfiant. L'univers est infini. Cependant, une découverte récente pourrait amener les scientifiques à tout reconsidérer. Est-il possible que l'univers ait une limite? Et qu'est-ce que les sondes de la NASA ont découvert comme mur flamboyant à la frontière du système solaire? Les chercheurs scientifiques débattent depuis longtemps de l'existence d'une frontière intergalactique entre le système solaire et l'espace interstellaire. Cependant, il n'y a pas si longtemps, les capacités technologiques de l'humanité ne nous permettaient pas d'obtenir des données provenant de zones aussi éloignées. Tout a changé grâce aux sondes spatiales de la NASA. Pour la première fois, un étrange mur lumineux à la frontière du système solaire a été découvert en 1992 grâce à la sonde Voyager 1. À l'époque, l'existence de cette barrière n'était envisagée par les scientifiques qu'en théorie. Cependant, de 2007 à 2017, les scientifiques de la NASA ont lancé la sonde Nouveaux Horizons et ont scanné le ciel à 7 reprises afin de détecter la présence d'une étrange lumière ultraviolette que Voyager 1 avait déjà enregistrée il y a 30 ans à la soi-disant frontière du système solaire. La sonde a obtenu une vue panoramique à 360 degrés de cette émission ultraviolette et a confirmé la détection d'un excès d'ultraviolet loin du Soleil. Ces données sont pratiquement identiques aux mesures effectuées par Voyager 1. Nous voyons une frontière entre les environs du Soleil et la galaxie. Leslie Yang de l'Institut de recherche du Sud-Ouest. Quelle est cette frontière et pourquoi s'est-elle formée? En fait, toutes les planètes du système solaire sont sous l'influence de ce qu'on appelle le vent solaire. Il s'agit d'un flux continu de particules chargées émis par le Soleil, formant l'héliosphère solaire sous la forme d'une bulle allongée. Cependant, à la frontière du système solaire, le vent solaire s'arrête complètement. Et au-delà commence l'espace interstellaire, qui est principalement rempli d'hydrogène. Le mur lumineux découvert par Voyager est le résultat de la collision du vent solaire avec les forces interstellaires. On suppose que les particules héliosphériques, en entrant en collision avec les atomes d'hydrogène non chargés, perdent leur vitesse. L'énergie cinétique se transforme en chaleur et à la frontière se forme ce qu'on appelle le mur d'hydrogène qui diffuse la lumière ultraviolette d'une manière particulière. Cela signifie-t-il que la sonde de la NASA pourrait littéralement se heurter à un mur? Pour répondre à cette question, voyons à quoi ressemble réellement cette frontière. Officiellement, les scientifiques ont appelé cette barrière le mur de feu. Imaginons que nous sommes des passagers de la sonde Voyager et que nous regardons par la fenêtre. Notre position est à 90 unités astronomiques du Soleil. L'appareil s'approche progressivement du mur d'hydrogène. La première chose que vous voyez devant vous, c'est une zone où le vent solaire ne peut plus résister au vent interstellaire. D'abord, une onde de choc se forme dans l'héliosphère. C'est une zone où la vitesse du vent chute brusquement, mais où sa densité augmente. Grâce aux recherches de la NASA, nous savons déjà que le champ magnétique ici a une structure étrange ressemblant à de la mousse. Cela se produit parce que la matière magnétisée et les petits objets cosmiques forment des champs magnétiques locaux que l'on peut comparer à des bulles. Ensuite, nous traversons le manteau héliosphérique. Notre position est à 100 unités astronomiques du Soleil. C'est une zone de turbulence où le vent solaire ralentit et se comprime. Lorsque la vitesse du vent solaire tombe progressivement à zéro, nous atteignons ce qu'on appelle l'héliopause. Ici, la pression du vent solaire n'est plus capable de repousser la matière interstellaire. Ainsi, le vent solaire se mélange avec la matière interstellaire. Et enfin, voici la frontière constituée du mur d'hydrogène.
Même s'il n'y a pas de garde-frontières ici, il nous sera difficile de traverser cette zone sans complications. On peut dire qu'elle ressemble à un véritable enfer. Dans le mur d'hydrogène se trouvent d'énormes masses de plasma surchauffé. D'après les données de la sonde spatiale Voyager 2, la température ici varie de 30 000 à 50 000 degrés Celsius. Un mur aussi chaud crée une sorte de barrière qui protège notre système solaire et empêche environ 70% des radiations cosmiques de passer. C'est rassurant. Si cette protection venait à faillir dans certaines circonstances, nous nous retrouverions automatiquement dans l'espace interstellaire. Il est fort probable que nous ne pourrions pas survivre dans de telles conditions à cause du niveau élevé de radiation. Si cela arrivait, la vie sur Terre ressemblerait à des scènes de films post-apocalyptiques ou d'hiver nucléaire. Cependant, la frontière du système solaire présente une caractéristique encore plus intéressante. Elle a une faible densité, ce qui permet aux sondes de la NASA de la traverser. La principale difficulté est que l'équipement survive en traversant le plasma chaud. On ne peut pas en dire autant de Voyager 1. Une partie de son équipement transmettant les données est tombée en panne lors de la tentative de traverser la barrière brûlante. C'est pourquoi, à présent, tous nos espoirs reposent sur Voyager 2, qui, selon les dernières informations, n'a pas encore atteint l'espace interstellaire et est temporairement bloqué dans la zone de transition. Les scientifiques de la NASA continuent de recevoir des signaux de sa part, mais pour l'instant, ils ne sont pas sûrs qu'il sera un jour possible pour l'humanité de voyager à travers cette barrière de plasma brûlant. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prédire avec certitude comment le rayonnement interstellaire affectera les passagers d'un vaisseau spatial, mais supposons que nos technologies aient rendu un tel voyage possible. Que se passera-t-il lorsque nous traverserons le plasma ? Alors, imaginez, supposons que nous ayons réussi à accomplir l'impossible, que nous ayons franchi la frontière et, d'une certaine manière, atteint une nouvelle réalité qui n'a plus rien à voir avec la vie dans le système solaire. Ce qui va se passer ensuite, pour l'instant, nous ne pouvons que le deviner. Il existe une hypothèse selon laquelle, derrière le mur, nous attend une onde de choc principale qui a la forme d'un arc tendu et ressemble à la vague qui se forme à la surface de l'eau devant la proue d'un navire en mouvement. L'onde de choc principale apparaîtra si la matière interstellaire se déplace vers le Soleil à une vitesse supersonique. Cependant, il se peut que cette onde n'existe pas du tout. Dans une étude publiée sur la base de l'analyse des données de la sonde IBEX, il est indiqué que la vitesse de déplacement de notre héliosphère à travers la matière interstellaire n'est pas suffisamment élevée pour cela. Ces conclusions sont également confirmées par les données des sondes Voyager. Mais pour pouvoir déterminer ce qui existe au-delà de la frontière d'hydrogène, il nous faudra attendre de nouvelles données. Et maintenant, il est temps de revenir à la question posée au début de la vidéo. L'univers a-t-il une frontière ? Puisque nous avons découvert que notre système solaire possède une frontière visible, une question logique se pose. Pouvons-nous appliquer cette règle à l'ensemble de l'univers ? En fait, ces dernières années, de nombreuses découvertes scientifiques ont été faites, nous donnant de plus en plus d'indices intrigants, que l'univers n'est pas infini. Par exemple, si nous supposons que l'univers est infini, nous devrions parler de son infinité non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et cela signifie qu'un tel univers devrait contenir un nombre incalculable d'étoiles. Pourtant, lorsque vous regardez le ciel la nuit, vous voyez des espaces sombres entre les étoiles. Cela nous indique que le cosmos n'a pas existé de toute éternité et, selon la théorie du Big Bang, il existe un point dans le temps où l'univers a eu un commencement. Notre monde n'a pas toujours existé. Et tout cela réfute la théorie de l'éternité de l'univers et donc aussi celle de son infinité. Le problème, c'est que les voyages sur d'énormes distances prennent des années-lumière et donc les scientifiques reçoivent toujours des données obsolètes. En même temps, nous ne voyons pas toutes les galaxies, 13 milliards d'années, voilà le maximum qui nous est accessible, affirme Neil Cornish, astrophysicien de l'Université d'État du Montana. Ainsi, il existe pour notre vision une barrière de rayonnement fossile qui s'est formée 380 000 ans après le Big Bang lorsque l'univers s'est étendu et refroidi, permettant l'apparition des atomes. Peut-on comparer ce rayonnement à une photo d'enfance de l'univers où il est capturé avant l'apparition des étoiles ?
Cependant, au-delà de cette barrière, il peut exister aussi bien des frontières qu'un univers qui se poursuit à l'infini. Nous ne pouvons pas obtenir de données définitives pour savoir s'il existe une frontière à l'univers ou non. Mais en utilisant des calculs mathématiques et en explorant le microcosme, les scientifiques ont déjà élaboré des théories fonctionnelles et ont même supposé quelle forme l'univers a réellement. À votre avis, quel budget faudrait-il pour devenir le premier touriste spatial sur Mars? 10 milliards de dollars? C'est précisément avec cette somme, selon Elon Musk, que vous pourrez facilement quitter les limites de notre vaste planète. Mais savez-vous que vous avez la possibilité de voir les beautés de Mars et d'entendre à quoi il ressemble sans quitter la Terre? Au cours des dernières années, l'humanité a fait un grand pas en avant. Au moment de la création de cette vidéo, il s'est écoulé un peu plus d'un mois depuis que Perseverance a atterri à la surface de la planète rouge et les spécialistes de la NASA continuent de recevoir les informations qu'il a collectées. Le 17 mars, la NASA a publié un enregistrement audio réalisé le 7 mars à l'aide d'un microphone installé sur le rover et il dure pas moins de 16 minutes. Nous avons déjà entendu le son du vent martien et maintenant nous pouvons analyser le bruit que fait le rover lui-même lorsqu'il se déplace sur Mars où il a parcouru un peu plus de 27 mètres et c'est vraiment très curieux car en plus des grincements des chenilles du rover martien, l'enregistrement a également capté des bruits de coups et de tapotements assez intéressants. Sur le site SoundCloud, 2 versions de l'enregistrement ont été publiées, la version complète ainsi qu'un extrait de 90 secondes où les bruits parasites ont été atténués par des filtres. Écoutez par vous-même. À quoi associez-vous ces coups? Ici, nous entendons le rover martien démarrer, suivi de petits coups métalliques. On entend aussi des coups ailleurs dans l'enregistrement. Et à certains endroits, on entend même un véritable fracas. N'est-ce pas que ça donne l'impression que des Martiens attaquent la Nastoïtchivost et essaient de l'ouvrir? Mais tout s'explique beaucoup plus simplement. Beaucoup de gens,
quand ils voient une image du rover martien, ne comprennent pas que les roues sont en métal et quand vous roulez sur ces roues sur des pierres, c'est en fait très bruyant, a commenté Vandy Verma, ingénieur principal de la NASA en Californie du Sud et pilote de Persévérance. Pourquoi les enregistrements de Persévérance sont-ils si importants ? Persévérance est le premier à avoir réussi à enregistrer et à transmettre des sons de Mars, car les tentatives précédentes avaient échoué. Des microphones avaient été installés sur le rover Mars Polar Lander qui s'est écrasé lors de son atterrissage sur la surface de Mars, ainsi que sur la station Phoenix qui, malgré un atterrissage réussi, n'a pas pu effectuer d'enregistrement à cause de problèmes électroniques. Mais ce n'est pas tout. Les caméras du rover ont également capturé une véritable tornade de poussière martienne que l'on appelle aussi des diables de poussière. Nous ne connaissons pas sa vitesse ni sa hauteur, mais il est connu que les tourbillons de poussière sur Mars peuvent atteindre jusqu'à 8 km de hauteur. La mécanique de leur formation est la même que sur Terre, et elle consiste en l'interaction de la surface chauffée par le Soleil avec des courants d'air froid et chaud au-dessus d'elle. Depuis l'espace, de tels tourbillons ressemblent à ceci. Impressionnant, n'est-ce pas ? Persévérance réalise déjà de véritables avancées, surpassant ses prédécesseurs. Et qui sait ce que nous verrons et entendrons lorsque les caméras du drone Ingenuity, qui est encore en train de se recharger, s'allumeront et qu'il commencera bientôt son survol de Mars. La Terre est le berceau de la civilisation humaine, mais les champs, les montagnes, les océans, le ciel bleu, la vue à laquelle nous sommes habitués depuis sa surface, sont quelque peu subjectifs. Depuis l'espace, la Terre apparaît tout à fait différente, comme en témoignent de nombreuses photographies. Pourquoi avons-nous soudain décidé de parler de notre propre planète ? Premièrement, c'est un corps céleste comme des milliards d'autres dans l'univers. Deuxièmement, le 22 avril, ses habitants l'attendent. La fête du jour de la Terre, Earth Day, vise à attirer l'attention de l'humanité sur la fragilité et la vulnérabilité de notre planète. La Terre est un corps céleste unique qui, selon certains paramètres, ressemble aux autres membres des systèmes stellaires. C'est la troisième planète à partir du Soleil, la plus grande de tous les objets du groupe terrestre, ces sphères rocheuses semblables à elle. Son caractère unique réside dans le fait que la Terre est la seule planète connue de la science sur laquelle la vie est apparue. Ni sur Mars, ni sur Vénus, ni sur Mercure, il n'y a de forêts bruissantes, ni de sources murmurantes, ni de créatures intelligentes, semblables à de grosses fourmis, qui s'appellent elles-mêmes des êtres humains. Peu d'entre nous ont eu la chance de voir la Terre de l'extérieur, mais seuls quelques-uns, comme les résidents temporaires de l'ISS, ont eu ce privilège. Pour la plupart, c'est une multitude de sondes qui ont immortalisé son visage, et pas seulement de près. Comment cette longue séance photo a-t-elle commencé ? La première photo de la Terre prise depuis l'espace a été réalisée à bord de la fusée suborbitale A4 ou V2.
Elle a été lancée depuis le cosmodrome de White Sands et après un certain temps, elle a atteint son point d'apogée situé à 105 km au-dessus de la surface terrestre. C'est de là, le 24 octobre 1946, qu'une série de photos a été prise, dont l'une a fait le tour du monde. Il y aura ensuite de nombreuses images marquantes, étonnantes et mémorables, mais celle-ci restera à jamais dans l'histoire comme la photo pionnière. Tout le monde sait que le 12 avril 1961, Youri Alexeyevitch Gagarin est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Aussi étrange que cela paraisse, le cosmonaute n'a pas pris de photos et décrivait seulement à la radio ce qu'il voyait. C'est pourquoi le premier cosmonaute à avoir photographié la Terre fut Alan Shepard, qui a effectué un vol suborbital la même année que Gagarin. Il a pris une photo de notre planète depuis une altitude de plus de 180 km. Après le 6 août 1961, des actions similaires ont également été réalisées par German Titov, le plus jeune cosmonaute soviétique. Faites connaissance avec l'une des photos les plus scandaleuses apparues en 1972 lors de l'alunissage des astronautes d'Apollo 17. Apollo 17. Harrison Schmitt plante le drapeau américain devant le fin croissant de la Terre au loin. Pendant de longues années, il y a eu des débats pour savoir si cette photo était mise en scène ou authentique. L'histoire tranchera entre les sceptiques, mais si l'on regarde d'autres photos montrant la Terre et la Lune, il ne reste plus de doute, les événements se sont réellement déroulés en dehors de notre planète. Laissons les sceptiques de côté et tournons-nous vers d'autres photos tout aussi épiques. L'une des photos les plus célèbres est la Blue Marble, prise le 7 octobre 1972. Là encore, c'est l'équipage d'Apollo 17 qui l'a réalisée. Après cela, la photo a instantanément fait le tour du monde. Sur cette image célèbre, la Terre est vue à une distance d'environ 29 000 km généreusement éclairée par le Soleil. La photo suivante illustre clairement l'alternance du jour et de la nuit, ce qu'on appelle le terminateur terrestre. L'auteur de la photographie est l'un des astronautes de la mission Apollo 11. Cette ligne imaginaire traverse chaque point de notre planète 2 fois par jour, le matin et le soir. Il se peut qu'en ce moment, elle soit au-dessus de votre ville. Il n'est pas difficile de deviner depuis quel corps céleste la Terre a été photographiée pour la première fois. Si l'on ne prend pas en compte la Lune, c'est depuis les environs de notre plus proche voisin Mars. L'image prise par Voyager 1 an 1977 n'est pas d'une grande résolution, mais elle montre pour la première fois notre planète avec son satellite comme un mini-conglomérat cosmique, qui extérieurement ne diffère guère des autres membres du système solaire. Un spectateur curieux pourrait s'indigner. Pourquoi examinons-nous des images aussi anciennes? Et les télescopes et sondes modernes n'ont-ils donc rien capturé qui mérite notre attention? Bien sûr, il existe de nombreuses photos récentes de la Terre. Par exemple, une image panoramique du globe terrestre montrant l'éclairage nocturne de différentes régions de notre planète est particulièrement révélatrice. Cette photo a été prise en 2016 par le satellite météorologique Suomi-NPP. Comme vous pouvez le voir, les engins spatiaux privent progressivement les humains du droit de capturer eux-mêmes les coins accessibles de l'univers. Voici une autre image prise par les caméras du satellite artificiel lunaire Kaguya. Sur cette photo prise en 2008, on peut une fois de plus voir la Terre à travers les yeux de sa fidèle compagne, la Lune. Exactement 10 ans plus tard, la sonde Lunjian 2, qui a visité notre satellite avec le relais chinois Chang'e 4, a transmis plusieurs images de la Terre depuis la surface lunaire, dont celle-ci. On y voit le contraste saisissant entre deux mondes opposés, une roche morte, densément recouverte de régolithes, et une planète vivante et accueillante. Est-ce vraiment toutes les images documentaires dont l'humanité dispose? Bien sûr que non. La séance photo de la Terre ne fait que commencer, surtout si l'on considère le nombre de projets de lancement de stations interplanétaires automatiques annoncés par la NASA ces dernières années. En attendant, revenons aux images déjà existantes, il y en a beaucoup. Voici la première image.
Le satellite Discover, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange, a réussi à capturer un spectacle unique. Le passage de la Lune devant le disque terrestre. Voyager 1 n'est pas le seul à avoir réussi à capturer la Terre depuis les environs de Mars. Le rover Curiosity a également réussi à la photographier depuis la surface de la planète rouge. Cela s'est produit en 2014 à une distance d'environ 160 millions de kilomètres. Qu'en est-il des photos de notre planète envoyées depuis les environs d'autres objets en dehors de la Lune et de Mars? Il y en a aussi. Et même plus que vous ne le pensez. Allons-y dans l'ordre. Voyons d'abord la première planète près du Soleil. Le 6 mai 2010, la sonde Messenger a capturé la Terre et la Lune depuis l'orbite de Mercure, qui se trouvait alors à une distance de 183 millions de kilomètres. Sur la photo, les deux objets ressemblent simplement à deux points lumineux. Une histoire intéressante est arrivée en 2013 avec la sonde Cassini. L'appareil photographiait Saturne dont il avait la charge, avec tant de détails et de dévouement que la Terre est accidentellement apparue sur l'image. Bien sûr, il est impossible de distinguer la Lune à une telle distance, mais voici un résultat intermédiaire du travail de la sonde OSIRIS-REx, envoyée vers l'astéroïde Bennu pour prélever des échantillons de sol. Sur la première image, on peut voir la Terre et la Lune à une distance de 5 millions de kilomètres. Et sur la seconde, à plus de 63 millions de kilomètres, mais la photo la plus lointaine de la Terre est le légendaire point bleu pâle, prise le 14 février 1990, voyagé 1 depuis une distance de 6,4 milliards de kilomètres, c'est-à-dire près de l'orbite de Pluton. Cette petite étoile orpheline, pâle et à peine visible, qui est notre seule maison, paraît perdue et solitaire au milieu de l'obscurité cosmique. Des pensées sur la mort et le sens de la vie viennent tôt ou tard à l'esprit de chaque personne. Ces questions sont éternelles, comme l'univers, mais aucune réponse précise n'a encore été trouvée. Beaucoup de gens, de leur vivant, réfléchissent déjà à quelle épitaphe sera gravée sur leur pierre tombale, à ce dont se souviendront les proches lors de la cérémonie funéraire civile. Et surtout, ils attendent avec crainte l'heure fatidique. La peur de la mort, si elle ne s'est pas transformée en thanatophobie, est utile car elle pousse l'homme à agir. Il cherche à vivre plus pleinement, à fonder une famille, à écrire un roman, à réaliser un film. Le sentiment de peur donne du piquant à la vie, comme le sexe sur le rebord de la fenêtre au 18e étage. Je me demande si les animaux craignent la mort autant que les humains. Bien sûr, oui. Les représentants du genre humain ne veulent pas mourir pour différentes raisons, par peur, par douleur et souffrance, par crainte du néant, par peur de perdre le contrôle de la situation. Mais les animaux ne se posent pas de questions aussi globales, alors de quoi ont-ils peur? D'un côté, les animaux, comme les enfants, ignorent la mort, de l'autre, chez les chats, chiens, éléphants et autres espèces, tout repose sur l'instinct. Il ne faut pas idéaliser le fait qu'un animal quitte la maison avant de mourir en pensant qu'il veut épargner son maître. Il s'agit plutôt d'un réflexe de fuite. L'animal se sent mal, il ne comprend pas la cause de son état et instinctivement, il s'éloigne et se cache. De la même manière, au niveau instinctif, les chiens sentent de la mort imminente d'une personne. Leurs sens plus développés perçoivent les changements irréversibles dans l'organisme humain. En résumé, on peut dire que la peur instinctive de la mort est présente chez tous les êtres évolués. Elle est provoquée par un changement d'état et une forte libération d'adrénaline. Mais que se passerait-il si l'on donnait à l'homme l'immortalité? Non pas au jardin d'Éden comme le promettent les religions, mais ici dans ce monde. Et si l'homme obtenait le bien matériel qu'il désire tant? Depuis l'existence de l'humanité, la quête effrénée de l'élixir de jeunesse éternelle ne cesse de continuer, car l'immortalité sans la jeunesse n'a aucun sens. Il y a eu des avancées significatives dans cette question. La compréhension de l'importance des télomères chromosomiques a rendu évident le fait que, sinon l'immortalité, une très longue espérance de vie sera bientôt assurée à l'homme. Sans entrer dans les détails du processus d'ailleurs, les télomères ont été évoqués dans l'une des vidéos précédentes. Posons-nous la question, que se passerait-il si l'homme devenait immortel? Dans de nombreux romans dystopiques, ce sujet a été maintes fois abordé. Différents scénarios ont été proposés, allant de la prise de médicaments spéciaux pour améliorer l'humeur et prolonger la vie jusqu'aux cabines de suicide, qui deviendraient très demandées dans une société où l'on ne meurt pas. Désolons tout de suite les spectateurs, l'ère de la prospérité n'arrivera pas. Les travailleurs immortels,
Les gardiens, les infirmiers, les concierges finiront par conclure que le suicide est la meilleure issue à une vie qui s'éternise. Il n'y aura pas non plus plus de génie, car le mélange du génome ralentira, puisque dans des conditions d'immortalité, la natalité devra être strictement contrôlée. Au final, nous obtiendrons une société figée, qui se dégrade progressivement. Peut-être vaudrait-il la peine d'essayer de générer des génies artificiellement, mais le processus ne suivra pas nécessairement le plan du généticien, la science est imprévisible. Par exemple, comment expliquer que la nature compte souvent sur les enfants des génies? Selon quel principe choisir le matériel génétique? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avant d'atteindre l'immortalité, la société doit subir une transformation profonde, tant sur le plan social que psychologique. En attendant, nous continuerons à naître avec une condamnation à mort différée de plusieurs décennies. J'aimerais poser une autre question fondamentale sur laquelle les philosophes se sont penchés pendant des siècles. Quel est le sens de l'existence humaine? Plusieurs courants se sont formés, prêchant leur propre version du sens de la vie. Les irrationalistes, dont Schopenhauer, estimaient que l'homme obéit à la volonté universelle et ne peut choisir que de s'abandonner au plaisir ou d'adopter l'ascétisme conscient. Mais dans les deux cas, il attend la souffrance et la mort. Les existentialistes, au contraire, estiment que tout dépend de la volonté de l'homme, puisqu'il n'existe aucune entité divine. Les nihilistes, par exemple le controversé Nietzsche, appellent tous les vivants à se soumettre au surhomme et à satisfaire ses besoins, et à faire du plaisir le sens de la vie. Les positivistes considèrent la question du sens de l'existence comme rhétorique, puisque la vie est initialement dépourvue de sens, tandis que les pragmatistes conseillent d'en tirer profit. Regardez vos voisins, vos amis, vos proches, voient-ils le sens de l'existence dans les enfants? Alors ils le perdront lorsque leurs héritiers grandiront. Le pouvoir, le sexe, l'argent, mais les courants politiques changent, les empires financiers s'effondrent et le sexe finit simplement par lasser. Les psychologues sociaux estiment que la vie prend un sens seulement lorsqu'un but est choisi, et qu'une fois ce but atteint, il faut se fixer de nouveaux horizons, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais même cela n'est pas certain, comme on aime le dire dans les mèmes humoristiques. Notre vie peut être comparée à un simple jeu sur PC. Une fois terminé, l'intérêt pour celui-ci disparaît immédiatement. La question du sens de la vie et de la peur de la mort est trop profonde et complexe pour être abordée dans une courte vidéo. Nous allons tous inévitablement vers la fin. Nos organes sont faits pour dépérir progressivement, et nos pensées perdent de leur acuité avec le temps. Mais le court instant qui nous est offert prend fin selon les lois de l'univers, alors vivons-le dignement, sans sombrer dans une existence dénuée de sens.